Hey, yo, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de mes lectures de novembre et de mes lectures de décembre. Et je vais tout de suite commencer avec Demian de Hermann Hesse. J'en attendais beaucoup parce que je kiffe Hermann Hesse. J'en parle tout le temps sur cette chaîne. Siddhartha, c'est incroyable. Il parle de son enfance. Je me suis dit, je veux en apprendre plus sur lui. Qui est cet homme? Je ne le connais pas tant. Et au final, je me suis fait chier. Une petite déception parce que je me demande si en fait de cet auteur-là, j'ai kiffé que Siddhartha, peut-être. Parce que Le Loup des Steppes, j'ai souvenir de l'avoir commencé il y a quelques temps, il y a quelques années, et de ne pas avoir accroché. Pareil, hein, les deux premiers livres là dont je parle, c'est un peu le même constat. L'Infini Comédie, j'ai arrêté de le lire. Je me suis arrêté page 200 et quelques. En fait, ça me casse le crâne de lire l'Infini Comédie. Mais en comparant avec Hermann Hesse, avec Demian, je trouve que là, pour le coup, c'est une lecture de ouf. Je trouve vraiment, c'est génial, l'Infini Comédie. J'adore l'univers, le monde, tout me parle. Le style d'écriture, tout me parle. Mais c'est trop exigeant, ça demande trop que je sois en forme pour le lire, tu vois. Là, c'est pas parce que c'est un gros livre que ça me fait peur, mais c'est parce que c'est plutôt le style qui est très dense. Je sais pas, il faut que j'aille augmenter mes points d'intelligence pour lire ce livre. En fait, c'est ça. J'aime bien, je pense que c'est juste pas le moment, mais que j'y reviendrai parce que j'ai une certaine fascination pour l'auteur qui est très mystique et dont je conseille ses interviews. Vraiment, c'est génial. Tapez David Foster Wallace interview, vous allez être choqué de découvrir un homme qui parle bien. En faisant des petites pauses dans l'Infini Comédie, je me suis dit, j'aimerais bien lire quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus fun, un peu plus, voilà, miam miam, tu vois. Genre une petite pizza, genre, un petit croc de pizza. Et je me souviens que j'étais à Amsterdam l'année dernière et j'avais été dans les boutiques anglophones, d'ailleurs, juste petit aparté en fait. Pourquoi les livres français, ils sont moches? Voilà. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ça sur cette chaîne, mais je trouve ça fou. Genre, les Anglais, ils ont des livres trop, trop, trop beaux. Par exemple, celui-là. Mais je crois qu'en français, il ressemble peut-être à... Peut-être là, je parle mal, parce que je crois qu'en français, le livre ressemble un peu à ça aussi. Je l'ai acheté en anglais. If Cats Disappeared from the World. Désolé, j'ai un accent éclaté, mais je comprends l'anglais et c'était une lecture super simple. Bah, c'est simple, c'est le perso principal, il est en train de mourir. Il y a le diable qui apparaît. Il lui dit, bah, ok, je te fais gagner un jour dans ta vie, mais il faut enlever quelque chose dans le monde. Et donc, tous les jours, bah, il enlève quelque chose. Je crois que... Enfin, je vais pas tout vous dire, mais il enlève plein de trucs. Et puis, bah, forcément, à un moment, les chats. On peut se dire, oh, marrant, l'idée du scénario. Du scénario, en mode c'est un film. Marrant, l'idée du plot. Marrant, l'idée de l'histoire, tu vois. Mais c'est plus profond que ça. Je l'ai lu très, très vite. Il n'est pas très long après. Mais je l'ai lu assez vite. Et puis, en plus, c'est écrit en gros dedans. Quand tu compares avec l'autre animal que c'est, là, ça fait du bien de temps en temps de lire des livres qui sont un peu plus chill. Et j'ai beaucoup apprécié Presque petite larme. Presque petite larme. Donc c'est important, c'est très touchant. J'en ai déjà parlé aussi dans les autres vidéos, mais du coup j'ai enchaîné avec le mythe de Sisyphe, que j'ai lu en entier, mais dont je bite rien je crois, parce que j'ai vraiment... je me suis dit, ok, non. Je vais lire ses autres livres, L'étranger et tout. J'ai vu un truc qui m'a hypé de ouf sur Albert Camus, c'est qu'il a écrit des livres qui s'appellent Carnet. Carnet 1, 2, où il raconte sa vie, les trucs qu'il a consommés et tout. Enfin, en fait, comme s'il avait une chaîne YouTube. Mais dans les livres, j'ai trop hâte de lire Carnet et il faut que je lise L'étranger. Je me suis reconnu dans la philosophie absurde, je trouvais ça très cool et tout, mais il faut que j'aille approfondir dans d'autres œuvres, je pense, parce que juste ça, c'est costaud, hein. Et là, je suis trop content de parler de ce livre, parce que je parle très souvent de Murakami sur cette chaîne, puisque c'est un auteur que j'aime bien, parce que ses mondes sont bien construits, parce qu'il raconte bien les cœurs brisés, les choses comme ça, des hommes sans femmes, c'était génial. J'aime beaucoup cet auteur, mais j'avais jamais eu l'œuvre où j'étais en mode ah ça c'est trop bien, c'est Climax. Après c'est vrai que j'ai pas lu ses livres les plus populaires certes, mais là je suis tombé sur une lecture, mais que je conseille à tout le monde, vraiment à tout le monde, et même aux plus petits et tout, c'est trop bien. C'est L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami que j'ai adoré, qui se lit en une fois. Je crois qu'il fait une soixantaine de pages. Je conseille spécifiquement cette édition-là qui est magnifique de 10-18. À chaque fois que je prends un livre de Murakami, c'est les livres 10-18. J'ai Kafka sur le rivage juste ici. Et je l'ai pris en 10-18. Donc Kafka sur le rivage, c'est un peu plus connu. Donc je m'attends vraiment à kiffer ce livre. Mais là, je l'ai pris au hasard. Juste ça m'a parlé, le fait d'une histoire autour d'une bibliothèque. J'ai vu ça et tout. Je me suis dit, ok, il va y avoir un petit côté fantaisiste, une histoire. Exactement ce que je recherche chez Murakami. En fait, il y a des petites illustrations aussi en même temps dans le livre. J'ai adoré. J'ai trouvé ça très cool d'avoir des petites illustrations. Le papier, il est bien au toucher. Tout est bien ce livre. Tout est bien. Pardon. Mais j'adore ce livre. C'est le premier Murakami à qui je mets 5 étoiles. Sur 5.
5 étoiles sur 5. Alors, je raconte tout ça, j'ai même pas raconté l'histoire. C'est un jeune garçon qui se rend à la bibliothèque municipale, pardon, je suis en train de lire. Il veut, je crois, récupérer un livre où il cherche quelque chose en particulier. Et il est aiguillé vers une salle, machin, voilà. Il rentre dans un monde un peu spécial où il se fait emprisonner avec des gens un peu bizarres, avec des personnages pas forcément humains. J'ai trop kiffé l'aventure de genre le monde. Enfin, je crois que je me rends compte que je kiffe les mondes avec plein de mystères, avec plein de trucs. Je suis en mode, ah, j'ai envie de tout savoir, tu vois. Et il y a des persos qui font un peu peur. C'est un peu flippant, pas en mode film d'horreur et tout, tu vois, mais en mode, tu sais, flippant comme les livres que tu regardes enfant d'horreur qui sont voilà, vite fait, genre les chars de poule et tout, tu vois. Et ensuite, après ça, bah, il y a une période où j'ai pas lu. Parce que, bah, je sais pas, c'est peut-être pour ça que le fait de lâcher plein de livres à la suite, sauf l'étrange bibliothèque que j'ai adoré, bien sûr. Petite pause lecture, ça peut arriver, et parfois, il faut l'accepter, en fait. On est comme ça. Il faut savoir prendre des pauses dans ses hobbies, dans ses passions, pour mieux les apprécier. Mais c'est pas une vraie pause. On va dire que j'ai pris une pause des choses que j'aime bien lire de base. Parce que j'ai enchaîné avec une BD qui s'appelle Shin Zero. Shin Zero, c'est une BD qui a été faite par le label 619. Il y a plein de gens dans ce label, notamment ceux qui ont fait, pour ceux qui connaissent, Carbone et Silicium, Mutafukaz, ou encore un livre qui cartonne en ce moment qui est Silent Genie. Moi, j'ai pris Shin Zero parce que ça m'a parlé, parce que j'aime bien les délires de super-héros, j'aime beaucoup comment ils dessinent les objets et tout, avec des courbes un peu irrégulières, avec des traits irréguliers, et le style visuel me parle, on va dire, les couleurs, tout ça, j'aime beaucoup. Délire un peu noir et blanc, mais que les costumes sont en couleur. C'est très cool, les scènes d'action sont super. Après, alors j'ai bien aimé l'histoire, un peu moins aimé que le dessin. C'est vraiment, j'ai l'impression, plus BD pour adolescents, choses comme ça. Des petites romances, voilà. Bon, après, c'est des gens qui ont l'âge universitaire, je crois. J'ai moins accroché sur ça. On va dire que je m'attendais un petit peu plus d'action, et il n'y en a pas tant. Et j'ai oublié de dire le concept, c'est des super-héros, mais dans le monde actuel, dans le sens où, en fait, tu les appelles comme tu appelles de la bouffe sur Uber Eats, tu vois. Et c'est génial. Je trouve le concept trop marrant. Et au final, les trois quarts des tafs qu'ils font, c'est genre vigile, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup ce côté terre-à-terre que seraient les super-héros dans la réalité, genre un peu gaze, tu vois. Enfin, et la frustration que je ressens en lisant cette BD, elle n'est pas sur les dessins qui, je rappelle, sont géniaux, mais plus sur l'histoire. Ça aurait pu être trop stylé. Ça aurait pu être trop stylé, parce que dans le monde, il y a des espèces de monstres géants. Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est comme les kaiju japonais, choses comme ça. Il y a des super-héros qui pouvaient aussi se transformer en monstres géants, mais on voit pas tout ça en fait, parce qu'on est après cette période-là. Genre, il y a eu une espèce de grande guerre contre les monstres et tout, qui s'est arrêtée. Il y a plus de monstres, du moins. Peut-être, on sait pas trop, il y a des doutes, on sait pas, tu vois. Et du coup, je suis en mode, mais pourquoi l'histoire, c'est pas plutôt autour des anciens là qui se battaient contre les monstres que contre les nouveaux, qui tu les appelles en mode Uber et tout. Enfin, néanmoins, j'ai suffisamment aimé pour lire la suite, qui n'est pas encore sortie. Donc en fait, il y aura 3 tomes. J'ai lu le premier et j'attends la suite. Et il faut vraiment que je lise Silent Genie et tout. C'est juste que si je les ai pas lus, c'est parce que la BD, c'est cher. Et le portrait de Dorian Gray que dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, que j'ai fini depuis, qui est super bien. J'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus que la dernière fois que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, si ce n'est que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui va super loin dans le vice, la paranoïa, les choses comme ça. C'est pas un monde dans lequel j'ai envie de retourner vite, mais je suis content de l'avoir lu, tu vois. Je suis content, c'était une bonne lecture, malgré le fait qu'il est court. Je trouve qu'il m'a pris un peu de temps à lire. Je l'ai bien aimé, mais fallait que je me motive un peu à lire. C'est quelqu'un qui fait faire son portrait, qui est assez jeune, et puis à un moment, en fait, il est influencé par d'autres pour foncer dans le vice, et son portrait prend les coups de vieux à sa place, dans le sens où il prend ses vices. J'ai trop mal résumé. J'ai trop mal résumé. Allez sur Google, vraiment. Mais remplacez-moi par des IA, en fait, cette chaîne YouTube, elle sert à rien. D'ailleurs, c'est marrant parce que Oscar Wilde, je ne sais pas s'il a écrit tant que ça d'autres livres. Alors, c'est une dinguerie, mais c'est juste que je n'ai pas conscience. Est-ce qu'il a écrit d'autres classiques, d'autres livres que je devrais lire? C'est une question que je me pose. Donc là, on vient de discuter de tous les livres que j'ai lus depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. Maintenant, je vais discuter des livres que je suis actuellement en train de lire. Et je vais commencer avec un livre que je trouve très important, que tout le monde devrait lire en France, Résister de Salomé Saké, qui est un livre sur l'extrême droite. Donc de base, je ne suis pas quelqu'un de très
politique, donc politisé. Je sais pas exactement comment dire, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Mais je fais partie de ceux qui vont voter pour faire barrage à l'extrême droite ou ces choses-là. Je considère que c'est un parti avec des idéaux dangereuses. Je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui, ce parti-là soit de plus en plus banalisé et que ça paraisse normal d'aller voter pour un parti anciennement, voilà, Seconde Guerre mondiale, tout ça. Je pense qu'en France, les gens peuvent avoir la mémoire courte, choses sur lesquelles ils sont arriérés, sur les droits des femmes, sur les droits homosexuels ou les choses comme ça. C'est un parti rétrograde et qui ne mérite pas d'avoir autant d'attention et ça me fait vraiment beaucoup de peine quand je vais dans les rayons genre Fnac et tout et que je vois Meilleure Vente, Bardella et les choses comme ça, il y a de quoi avoir énormément d'anxiété et on peut voir dans les pays où l'extrême droite est passée au pouvoir, c'est pas terrible, typiquement l'Italie ou les choses comme ça. Et malheureusement, en fait, dans le monde, il faut constater que c'est quelque chose qui est en hausse, etc. Bon, voilà. Après, j'ai pas envie que cette chaîne devienne politique, parce que même moi, de base, je suis pas tant que ça. Mais je considère qu'on a un devoir d'information. De plus en plus, c'est pas quelque chose que je pensais avant, parce que c'est vrai que je suis plutôt apolitique, pardon, je viens de taper une mouche. Ceux qui soutiennent ce parti s'informent, vont voter, etc. Et il faut pouvoir combattre ça. Et pour combattre, il faut comprendre d'abord. N'essaie pas de te battre avant de connaître ton ennemi. C'est Sun Tzu qui a dit ça, et aussi Népal dans un son. Salomé Saké, je ne sais pas très bien qui c'est, parce qu'en fait, ce livre-là, je l'ai plutôt pris à ma copine. Et ça parle historiquement du parti, comment il est né, quelles sont les choses qu'il prône, etc. Pourquoi c'est dangereux, évidemment. Je pense même que c'est un livre intéressant à donner à ceux qui soutiennent l'extrême droite, et je pense même qu'il faut créer... Il faut essayer de comprendre. C'est important de confronter ces gens-là face à l'absurdité de ce parti et à la dangerosité énorme. Et ce livre donne les armes pour faire ça aussi. Et sur une note un peu plus joyeuse, on va parler de mon petit plaisir coupable. Enfin, un petit plaisir coupable, c'est pas vraiment un plaisir coupable. C'est que j'ai commencé enfin La Parfaite Lumière. J'ai procrastiné de lire ce livre parce que j'avais lu La Pierre et le Sabre que j'avais adoré. Je me suis dit, j'ai envie que ça dure tout... Enfin, j'ai pas envie que ça se finisse et que j'arrive au bout de ce livre et qu'après j'ai fini l'histoire et que ça me foute le seum. Il faut que je le lise parce que j'ai trop envie de savoir la suite et parce que aussi je sais que je pourrais replonger dans cet univers-là via les mangas vagabonds qui traitent aussi l'histoire de Miyamoto Musashi. Donc là, voilà, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je suis déjà à page 300 parce que ça se lit trop bien et que j'aime trop le lire. Il y a un truc qui me rend fou. Voilà, faut que j'en parle. Les gens dans ce livre et dans La Pierre et le Sabre, les personnages principaux, ils font que de se croiser au hasard tout le temps. C'est un truc de fou. Je me dis, le Japon, ok, c'est pas un des pays les plus grands et tout. Mais d'ailleurs, si on le met à l'échelle de la France, il n'est pas tant que ça petit, pas autant qu'on le pense. Mais bon, faut arrêter. Ils font que de se croiser au hasard dans des forêts ou des... C'est pas possible, quoi, je sais pas, mais... Ça, des fois, ça m'énerve un peu. Je suis en mode, non, c'est abusé, c'est abusé. Peut-être que j'aime moins celui-là que le premier, parce qu'il y a certains personnages, je trouve, qui prennent un peu la place qu'avaient d'autres personnages dans le livre 1. Je veux pas spoiler, donc voilà, mais il y a un enfant à un moment, et on le voit plus trop, cet enfant, et ensuite, il y a un autre enfant, et qui ressemble beaucoup, beaucoup au premier, quoi. Je suis en mode, mais pourquoi créer des doublons comme ça dans les personnages? Mince. Bon, c'est le seul truc. En vrai, c'est pas vraiment un reproche, c'est plus du chipotage de ouf. C'est juste des fois, je suis en mode, ah, sérieux. Mais après, ça rentre dans mon petit plaisir de... Ah, je sais pas. En même temps, c'est trop bien qu'ils les fassent se rencontrer. Des fois, t'es en mode, oui, parce que tu veux qu'ils se rencontrent, qu'ils interagissent entre eux, bref. Moi, ça me parle parce que je suis un bandeur du Japon et que je vois ça en mode, mais c'est une philosophie, c'est une manière de voir la vie, c'est une manière de vivre, c'est des belles histoires. Comme on n'en fait plus aujourd'hui, l'ancien. Voilà. Non, je peux que le conseiller, vraiment, samouraï, Japon, tout ça, foncez, hein, La Pierre et le Sabre, et ensuite La Parfaite Lumière. Et hop, on a parlé d'un truc fun et on parle d'un truc pas fun. Ce livre-là, j'ai fait que de le voir dans les librairies, les Fnac et tout, machin. Triste Tigre de Neige Sino qui est sorti en 2023. J'ai fait que de le voir et j'ai été très intrigué parce que c'est une
personne, alors je connais pas très bien la personne, la dame ou la femme qui a écrit ce livre, je sais pas, je connais pas sa vie, je sais même pas quel âge elle a, mais elle parle de ses traumatismes d'enfant, notamment de V. Je crois que sur YouTube, il y a certains termes qu'on peut pas dire, donc je vais dire V. Bah, elle l'a vécu dans son enfance via son père, etc. Donc c'est vraiment pas marrant comme livre, mais c'est un sujet intéressant. Pourquoi? Parce que ça parle des traumatismes, de comment ça vient impacter ton identité. Moi-même, j'ai des traumatismes dans ma vie qui sont pas similaires à des V, mais qui sont assez vénères, je n'en ai jamais parlé, mais en tout cas, j'ai été fortement impacté par ces traumatismes-là, parce que je les ai subis aussi dans l'enfance. Par curiosité, j'ai envie de savoir, je sais que ça va pas être une lecture fun. C'est aussi pour ça, d'ailleurs on parle souvent de la lecture comme quelque chose qui agrandit ton empathie. Je trouve que justement, si je suis face à des personnes qui ont subi ce genre de choses, je vais pouvoir peut-être plus facilement comprendre. Enfin, je peux pas comprendre, mais du moins avoir de l'empathie et justement avoir déjà peut-être une base grâce à ce livre qui certes ne sera pas une lecture fun, mais peut-être importante. Et on passe à Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. C'est un livre que j'ai beaucoup revu et que j'ai vu notamment, je vais faire un big SO à une chaîne française de livres qui s'appelle Chrysanthemonium, il me semble, qu'à une période je regardais parce qu'elle parlait de Dostoïevski et tout, que j'ai toujours pas lu Dostoïevski d'ailleurs. Mais j'ai souvenir qu'elle avait parlé de ce livre-là dans une de ses vidéos. En fait, c'est des chercheurs qui ont trouvé comment améliorer l'intelligence d'une souris et qui du coup passent à un homme. Donc j'imagine qu'il va être un peu stupide, et que d'un coup il va être intelligent. Je trouve le contraste trop intéressant de se dire, tu sais, parce que parfois tu dis les gens bêtes, pas du tout intelligent, hein. Je me mets dans l'eau des gens bêtes, hein. On a une vie plus simple, on est plus simplet. Et du coup, l'intelligence, après, ça permet de... Tu sais, t'as aussi beaucoup de tristesse qui vient avec le fait de savoir des choses. Ce pan-là m'intéresse du livre, comment le sujet va être abordé. Et en plus, il y a quelque chose qu'au final, j'aime bien dans les livres. C'est une petite romance. Parce que visiblement, il aime une fille qui s'appelle Alice. Et apparemment, à un moment, ses facultés vont commencer à décliner. L'histoire a l'air trop intéressante. Ça me parle. J'ai ici John Steinbeck, Des souris et des hommes. À chaque fois que je me suis essayé, quasi à chaque fois que je me suis essayé à la littérature américaine, j'ai adoré. Ça se trouve, je dis une dinguerie parce qu'il est anglais. Je sais pas. Et donc, Des souris et des hommes, qui est un classique, qui rentre dans ma volonté de lire plus de classiques parce que j'adore les classiques. J'adore la dégaine des vieux livres et tout. Tu sais, il est tout défoncé, mais apparemment, c'est assez touchant comme histoire. Et pour finir, encore un autre livre que j'ai piqué à ma copine, qui est La vie devant soi de Romain Gary. Je sais rien sur ce livre. Si ce n'est juste qu'elle m'a dit, mais si, lis-le en fait. Romain Gary, c'est un nom que je vois assez souvent, et La vie devant soi, mais je crois que c'est récent même, hein. Je ne sais pas exactement de quand ça date. Ce roman reçut le prix Goncourt en 1975. Pas du tout récent. J'étais pas né, pas grand chose de plus à dire sur ce livre, si ce n'est une simple curiosité envers l'auteur et pourquoi est-ce qu'il est autant cité et pourquoi ma copine l'a bien aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est peut-être pas ma dernière vidéo de 2025, mais peut-être que ça l'est. C'est cool, récemment on a passé les 200 abonnés. Ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Même si je le fais pas du tout pour les abonnés, je le fais essentiellement par pur égoïsme. Mais voilà, je me dis qu'en 2026, j'essaierai un peu plus de choses sur cette chaîne. Et on se dit à la prochaine vidéo. Voilà.